Et si notre épuisement venait du fait que nous ne filtrons plus rien? On a Netflix, un frigo plein, un téléphone intelligent, et pourtant on est vidé. Pourquoi? Bienvenue sur Renaissance 69. Bonjour Lina. Bonjour Yann, bienvenue sur Renaissance 69, cher auditeur, chère auditrice. Lina, est-ce qu'on est devenu des éponges émotionnelles sans mode essorage? Bonne question. Alors on va dire qu'aujourd'hui, ça sera l'essorage. On vit effectivement dans une époque qui est saturée d'émotions. Les nôtres, celles de notre entourage, celles des réseaux, celles des infos. On absorbe tout sans filtre. Notre épuisement vient du fait que nous ne filtrons plus rien. Et d'ailleurs, je vais parler un peu du bazar émotionnel moderne. En gros, pourquoi on est tant encombré émotionnellement? Pourquoi on ne parvient plus à trier? Et comment, en fait, on pourrait créer un espace intérieur stable et comment reprendre le pouvoir sur nos réactions? Parce qu'en fait, la vraie question, c'est se demander si on ne s'est pas trompé de priorité. On a complètement optimisé nos vies extérieures et je pense qu'on a abandonné l'hygiène intérieure. On consomme des émotions continues, on vit sous notification à donf, on compare nos vies à des vitrines. Puis le résultat dans tout ça, c'est un mental saturé, un cœur encombré et une fatigue qu'on comprend même plus. Donc, on est devenu en quelque sorte des hamsters émotionnels, sous caféine. Et puis pire encore, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'on court en croyant avancer. Pour moi, le minimalisme émotionnel, c'est choisir ce qu'on laisse entrer ou pas. C'est comprendre ou décider que tout ne mérite pas nos réactions. C'est ressentir sans se laisser envahir. C'est comprendre que ressentir n'oblige pas à nourrir. C'est observer sans s'identifier. En fait, pour en revenir au sport, comme d'habitude, j'ai envie de dire que c'est comme un art martial intérieur. Et puis, on pourrait dire aussi que la manière dont je l'exprime, ça serait que j'ai vidé mon cœur. Non, pas du tout. Je pense que c'est devenir plus sélectif. Je sais pas ce que tu en penses, Yann. Sélectif, c'est un mot intéressant. C'est vrai qu'on a eu aussi parlé d'ouverture, mais l'ouverture, c'est aussi laisser la place à plein de choses qui rentrent et des choses qu'on ne désire pas forcément. Donc je trouve que le mot sélectif, il est important, en tout cas pour moi. Je suis, je pense, sélectif dans mon quotidien, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, parce que je sais où je veux aller. Et pour aller là où je veux, j'ai besoin de faire des choix, de faire les bons choix. Et j'ai vu, si je fais tout en parallèle, ça va pas. Si j'accepte tout, finalement, je me disperse. Et c'est pareil avec les relations humaines. Et je pense que c'est absolument un mot hyper important, sélectif. Fixer ses priorités, être sélectif, c'est très important. Et puis, c'est pas devenir froid et distant, être sélectif. C'est justement filtrer sans être anesthésié. C'est affiner, je dirais même. Et puis, c'est choisir la paix, votre paix, notre paix, plutôt que la réaction. J'ai envie de dire que, personnellement, je garde l'amour et je refuse la jalousie. Je garde l'intuition et je refuse la parano. Pour moi, le minimalisme émotionnel, c'est pas une armure, c'est une respiration.
Et maintenant, si on parlait un peu de performance émotionnelle, parce que quand même, j'ai envie de dire que des fois, j'ai l'impression qu'on vit dans une époque bizarre. Enfin, c'est pas une impression. On met souvent en avant les personnes qui souffrent, comme si ces personnes-là avaient plus de crédibilité. En fait, on est arrivé à un stade où on performe la vulnérabilité. On montre la douleur avant de la digérer. Mais, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, la paix, elle ne fait pas de bruit. La guérison non plus. Le minimalisme émotionnel, c'est tout simplement arrêter de faire de la souffrance une identité. Je te rejoins absolument. C'est vrai que je vois, j'entends des choses et où je me pose la question quand des gens partagent des émotions alors que les choses sont des fois fraîches. C'est même, j'ai presque l'impression que c'est impulsif et à répétition, j'ai l'impression que ça devient même un mécanisme de communication. C'est ça. Et maintenant, parce qu'on m'a souvent décrite comme une femme forte, alors qu'est-ce que c'est qu'un homme fort, une femme forte, enfin tous ces termes-là. En ce qui me concerne, j'ai vraiment compris que j'étais en surcharge émotionnelle le jour où je ressentais plus rien. Ni joie, ni tristesse, juste un vide fonctionnel. Et puis, être devenue forte ou se montrer forte, parce que le paraître fait beau rôle, c'était effectivement devenu un rôle. Je gérais tout, mais je vivais plus rien. Je vivais comme un concept. Et la vraie force, j'ai compris que c'était de savoir déposer, de pas tout porter. Et pour moi, c'est un message important à vous faire passer, chers auditeurs, chères auditrices. La différence entre le pouvoir et la puissance, elle est simple. Le pouvoir, il impressionne. La puissance, elle transforme. Le pouvoir, il est visible. La puissance est stable. Le pouvoir veut prouver. La puissance n'a pas besoin de prouver. Et puis, comment on fait concrètement, Yann, dans ce cadre de figure? Est-ce qu'on t'a déjà décrit comme un homme fort? Et comment tu le perçois? Il y a toujours l'image qu'on projette et puis comment on se perçoit. Les deux sont liés, je pense. Si j'ai une certaine confiance en moi, je sais que ça va se ressentir. Et donc ça peut donner l'impression de quelqu'un de fort, quelqu'un qui sait où il va. Et en même temps, ça, c'est presque un cercle vertueux, j'ai envie de dire, parce que si on est considéré comme étant quelqu'un de fort, les gens auront tendance aussi à se reposer sur vous, et ça peut être une bonne chose. Après, il faut faire attention aussi, pas basculer dans l'autre sens aussi, où finalement les gens vous mettent, ou pourraient vous mettre sur un piédestal, et finalement, en fait, eux, s'effacer ou même se dévaloriser. Je dis pas que ça m'est arrivé en tant que tel, de cette façon-là. Je dis simplement que c'est quelque chose que j'observe en tant que risque potentiel. Donc, et j'aime bien ce que tu viens de dire par rapport au pouvoir et puis la puissance. Ça se rejoint absolument. Et là, je pense qu'on parle plutôt de puissance. Dans ce cas de figure-là, être perçu comme quelqu'un de fort, c'est puissant. Ça peut faire transformer des choses dans son entourage, dans son environnement et aussi chez des personnes. Même, on m'a déjà dit, ouais, tu sais, il y a quelques années, tu m'avais dit telle chose, telle phrase à ce moment-là. Et je me souviens de beaucoup de choses, sauf qu'il faut me le rappeler. C'est des fois, à force de faire des choses, c'est pas une mémoire sélective. Je me rappelle en fait de tout, même des situations, des gens, à quel moment. Par contre, c'est vrai, les mots, tout ce que je dis, j'ai tendance à ne pas m'en rappeler mot pour mot. Et ça me fait très bizarre des fois quand il y a des personnes qui me disent « Ah, mais oui, tu m'avais dit ça ». Mais je dis, mais évidemment, bien sûr que c'est moi qui ai dit ça. Et je trouve ça super parce que ça montre l'impact que j'ai eu. Et ça donne, c'est pas un sentiment de pouvoir, absolument pas. Je trouve plutôt ça gratifiant d'avoir eu ou
eu cette force qui n'était pas du tout volontaire à ce moment-là, mais cet impact pour une personne, et en l'occurrence qui était positif. Donc un exemple concret de ce que moi j'assimile un peu à la puissance intérieure qui émane, dégage après vers l'extérieur. Mhm. Et maintenant, tu sais, quand j'ai ce genre de discussion avec des clients ou des personnes proches, ils auront tendance à me répondre, OK, mais maintenant, concrètement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire lundi matin, par exemple, si mon boss m'a écrit un mail agressif, enfin passivement agressif, on va dire ça comme ça. Alors moi, je vais juste essayer d'être simple. On va parler du stop émotionnel. Respirez, observez, choisissez. Et puis, il y a une question magique qui est importante, c'est, au final, est-ce que cette émotion vous appartient? Parce qu'on a souvent tendance à prendre les choses des autres, mais elles ne nous appartiennent pas. Et l'autre point, ça serait le silence stratégique. Ça, j'ai eu de la peine à l'apprendre, je dois avouer, mais c'est pas répondre immédiatement. C'est d'imaginer le délai. Le délai est un pouvoir. Et ritualiser la solitude. Toujours, on va parler de micro-actions. 1 heure par semaine, sans écran, sans notification, sans mobile, sans distraction. Juste vous retrouvez avec vous-même, c'est primordial. Et puis aussi peut-être nommer un lieu, dire, au lieu d'exploser et dire par exemple, je me sens irrité, à la place de dire, tu m'énerves. C'est important. Et Yann, par hasard, est-ce que tu aurais déjà foiré ton minimalisme émotionnel? Si je disais non, ce serait un mensonge parce que il y a des fois, heureusement c'est pas souvent, où je me dis après coup, ouais, t'aurais peut-être pu dire moins, ou peut-être justement garder un silence, comme tu l'as dit, ça aurait été plus bénéfique, ça aurait résolu la situation plus rapidement, ça aurait créé moins de friction. Donc j'ai plein d'exemples que je pourrais citer. Ça peut être dans des réunions, mais ça pourrait être aussi face à un client, aussi dans le domaine privé, où finalement, en ayant dit quelque chose, au lieu d'avoir fait peut-être baisser une tension à un moment donné, j'ai fait que la maintenir ou voire même l'envenimer. Ça peut être, j'ai 10 000 exemples que je pourrais dire, mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai appris aussi ce silence que tu dis. C'est pas quelque chose, je trouve, qui est forcément naturel, parce qu'on a envie d'agir. Et je suis quelqu'un aussi dans l'action. J'ai besoin de faire les choses, et des fois, on a envie de forcer. Je dis le mot forcer les choses dans une certaine direction, mais des fois, c'est aussi contre-productif. Et des fois, en laissant juste en silence, et ça, c'est aussi la magie dans la musique. Les silences, ils sont tout aussi importants que les notes. Mmh. En ce qui me concerne, je dois dire que moi j'ai foiré à de maintes reprises et que c'est uniquement ainsi que j'ai pu grandir. J'ai encaissé ou pas, parce que, encore une fois de plus, il n'y a pas à porter un doigt, il n'y a personne qui a raison ou qui a tort. Mais j'ai vraiment foiré de multiples situations, peut-être professionnelles et privées, et que j'aurais dû dire directement stop ou non. Puis le résultat dans tout ça, parce que je me voyais un peu comme une guerrière qui voulait sauver le monde, ça a été un gros burn-out émotionnel suivi d'une dépression sévère. Et aujourd'hui comme aujourd'hui, le minimalisme émotionnel, ce n'est pas une perfection, c'est une vigilance, et c'est comme ça que je le vois. Mais maintenant, peut-être pour résumer, je dirais que, chers auditeurs, chères auditrices, vous n'êtes pas obligés de porter ce qui n'est pas à vous. Et c'est important de se rappeler de cette phrase. Et puis peut-être la question à vous poser cette semaine, ou voilà, c'est
qu'est-ce que je continue à nourrir alors que ça m'épuise? Et utiliser des outils concrets. 5 minutes par jour, 1 minute de respiration, 2 minutes où vous allez écrire ce que vous ressentez, 2 minutes pour décider ce que vous gardez ou pas. Puis des petits gestes concrets. Supprimer une source de surcharge émotionnelle, c'est super important. Des notifications, des discussions inutiles, un compte toxique, enfin, voilà ce qu'on fait pratiquement, j'ai envie de vous dire, tous. Et souvenez-vous, la paix mentale n'est pas un hasard, c'est un tri quotidien. Et appliquez une seule chose cette semaine, pas tout en même temps, juste une chose. La transformation n'est pas spectaculaire, elle est répétitive et c'est important de se le rappeler. Des micro-actions. La transformation n'est pas spectaculaire, elle est répétitive. Ma question de départ était, est-ce qu'on est devenu des éponges émotionnelles sans mode essorage? On pourrait plutôt dire que nous sommes ou devenons des filtres. Et ça change tout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le à quelqu'un qui porte trop. Suivez Renaissance 69 sur Spotify, Apple Podcast et YouTube. Retrouvez-nous aussi sur LinkedIn et sur notre site internet. À très bientôt. À très bientôt, chers auditeurs, chères auditrices.